Salut auditorice, bienvenue dans Les Voix des livres, le podcast qui explore les voix des gens qui vivent de, avec, autour du livre. Je suis passionné par les passionnés et la littérature est quand même le canal culturel le plus intrigant qui soit depuis l'invention de l'écriture. Je te livre la table ronde sur les sorcières du festival Imagibière. C'est une deuxième table ronde qui avait lieu à 16h et malheureusement j'ai dû partir pour faire autre chose. Malheureusement, la prochaine fois, l'année prochaine, je resterai tout le salon, c'est promis. Si tu n'as pas pu t'y rendre ou si tu as envie de réécouter cette table ronde, sache qu'il n'y a pas les questions publiques à la fin. Alors enjaillons-nous avec les sorcières et par avance, pardon pour le verre d'oreille. Le passé est passé. Les voix des livres. Les voix des livres. Délivré, désormais plus rien ne m'arrête. Les voix des livres. Hon no koe. Suara-suara buku. Alors bonsoir à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Camille Ledo. J'ai le plaisir d'animer la table ronde de 16h autour du renouveau de la figure de la sorcière. Et on peut dire plutôt du renouveau des figures des sorcières, parce que ce qu'on a pu voir dans la table ronde précédente, c'est que la sorcière était multiple et non pas était loin d'un archétype. Alors, j'ai la chance d'être entourée de Édouard Blaès, qui est l'auteur du Silence des Carillons, qui a été édité chez ActuSF c'est 2023. Alors faites attention. Voilà. On a un petit problème de pluie à l'intérieur. Donc Édouard Blaès, qui voilà, tu as eu, je crois que tu as eu un prix pour une nouvelle en 2022, le prix de la nouvelle Imaginale, je crois que c'est ça. Voilà. C'est l'anthologie qui a eu le prix prix de la nouvelle de l'Imaginale. Donc moi avec tous mes amis co-auteurs et autrices sur Férocité. Voilà. Très bien. Nous avons la chance aussi d'avoir la présence de Katie Stewart, qui est romancière, novelliste, poétesse, chanteuse. D'ailleurs, je vais vous chanter une chanson. Bah, c'est prévu pour la fin de la table ronde. Hein. On va parler aujourd'hui de son livre Confession d'une séancière, édité chez Memnos. Et tu as aussi donc écrit des recueils de nouvelles, un roman qui s'appelle L'Évangile de Myriam, sur Myriam, chez le même éditeur. Voilà. Et tu es je crois que tu es aussi psychologue clinicienne, ce qui sera intéressant à savoir pour la suite de la rencontre. Ensuite, nous avons la chance d'accueillir Ariane Guézoui, qui a écrit La Tourneuse de vent Rajo en 2023, cette année. Un roman plutôt ado, jeunesse. Ouais. Un roman un peu d'anticipation, vraiment très très bien écrit, très chouette. Et Alain Puisségur, qui nous fait l'honneur d'être là, qui a écrit Le Manoir de Castellaz, publié chez Scrinéo. C'est le premier tome d'une série, donc c'est en fait une d'aspirants magiciens, enfin c'est plus compliqué que ça, avec les personnages sont des chats. Voilà. Alors pour commencer, on va rentrer dans le vif du sujet sur ce renouveau de la figure de la sorcière. Vous tous, j'aimerais bien que vous interagissiez sur justement comment vous vous êtes accaparés au XXIe siècle. Finalement, vous êtes les héritières et les héritiers d'une tradition et historique du personnage de la sorcière, une vraie histoire qui a existé et en Occident et en Martinique, parce que je précise la Martinique parce que le livre de Katie se passe dans cet endroit. Comment au XXIe siècle on peut s'approprier cette figure de la sorcière et de quelle façon vous l'avez fait chacun dans votre roman ou dans ton recueil de nouvelles, Katie.
Alors ça pourrait prendre 2 heures comme question, mais c'est assez intéressant parce que moi j'ai plus tendance à essayer c'est très compliqué de faire abstraction en fait, justement parce qu'il y a tellement de choses. Personnellement je peux pas connaître toute cette histoire, connaître tout ce qui a été écrit. Forcément il y a certainement des choses que moi j'ai faites qui ont été faites avant. Mon angle d'attaque à moi c'est de partir avec des animaux, des chats. Donc ça permet déjà une petite différence et aussi des exagérations dans l'approche des personnages, que ce soit dans leur caractère, dans leur manière de faire. Après spécifiquement dans la sorcellerie, j'allais dire je reste assez classique dans ce que je fais. La magie dans cet univers s'appelle la magoculture. C'est tout simplement un mélange de magie et de magie occulte. Donc ça m'a permis de donner le terme de magoculture. Et les félins pratiquent cette magie en traçant des cercles d'incantation avec leurs griffes. Donc en fait j'ai essayé de coller aux attitudes félines et à leur morphologie, parce que alors c'est un tout petit spoil, mais la particularité de l'un des personnages principaux qui s'appelle Kovan, c'est que lui il n'a pas de griffes pour justement tracer les cercles d'incantation et pratiquer correctement la magie. Donc après je sais pas à quel point ça s'inscrit justement dans toute cette histoire de la sorcière, mais j'essaye effectivement de rester conscient de tout ce qu'il y a autour et aussi tout ce qui a été fait. Je vais pas forcément regarder 300 ans en arrière, mais même 10-15 ans en arrière. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu utilises l'animal, on va dire, fétiche de la sorcière. Finalement, tu leur attribues les pouvoirs de la sorcière dans ton roman. Et Ariane, peut-être que tu veux intervenir donc pour nous parler du personnage principal de Solveig, une adolescente. Je te laisse parler. Alors moi, du coup, en fait, dans l'univers, pas juste par rapport à Solveig, la magie, finalement, ça peut être accessible à tout le monde. C'est un don qu'on peut avoir, qu'on peut choisir de cultiver, comme par exemple, il y en a qui vont être doués pour la cuisine, pour le jardinage. Donc je pense que là où j'ai peut-être essayé de changer un peu l'image de la sorcière, c'est que d'ordinaire, la sorcière, c'est un être à part, un être qui peut être craint, qui peut être, qui peut faire peur. Alors que là, pour le coup, voilà, c'est une caractéristique, mais c'est pas plus effrayant que le reste, a priori. Voilà. Et t'as eu employé, en fait, il y a beaucoup d'humour dans ton roman, parce que ton personnage est prétendument naïf, et on est dans la tête d'une adolescente. Et c'est très intéressant parce que c'est un roman d'apprentissage. Je trouve que tu intègres bien le motif de la sorcière pour parler en fait des affres de l'adolescence. Et je sais que tu es professeur d'histoire au lycée, donc tu t'es peut-être inspiré de ça aussi, peut-être. Bah oui, parce que bon, c'est le personnage, bon, c'est un peu classique pour le coup, le personnage qui n'a pas forcément confiance en soi et qui a besoin justement de s'émanciper, d'apprendre à se faire confiance. Et donc oui, clairement, des élèves qui sont persuadés d'être mauvais dans une discipline parce que on leur a intégré que, par exemple, non mais toi t'es pas très bon en maths, et donc ils se disent non je suis pas bon en maths, donc de toute façon ça sert à rien d'essayer. Et donc oui, cette héroïne qui est persuadée finalement d'être bonne en rien, grâce à la magie, va accéder à l'idée que finalement elle peut faire quelque chose. Donc oui. Alors, je me permets de donner la parole parce que on a une transition en fait entre ton livre et le sien. C'est le personnage d'une jeune femme. C'est le personnage d'une jeune femme. Et tu débutes ton roman par qui est Hermeline Minter. Et je débute mon roman par qui est Hermeline Minter. Donc oui. Tout à fait. Je débute mon roman par qui est Hermeline Minter, et alors à la base, moi, j'étais pas parti sur l'écriture d'une sorcière en fait. Mais ça arrive régulièrement. Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive tout le temps. C'est que les gens voient plus de choses dans ce que j'écris que ce que j'avais en tête. Et du coup, moi, c'est un peu l'inverse de ce que tu as écrit finalement, parce que Hermeline part avec cette idée que elle est la meilleure,
qu'il y a pas de, enfin il y a assez peu de doutes sur pour elle dans ça. Elle est faite pour être la plus grande de toutes, et c'est plutôt la désillusion finalement qu'elle va rencontrer, et moi je l'ai du coup moins écrit comme une sorcière dans mon idée que comme une étudiante qui se retrouve face à des cours et des choses auxquelles elle bite rien, quoi, parce qu'au final elle n'est pas aussi douée que ce qu'elle avait espéré. Dans les stéréotypes de genre qu'on peut avoir dans la société, la colère, c'est quelque chose qui est mal vu justement quand c'est un personnage féminin ou quand c'est une femme dans la société. Et c'est très intéressant parce que elle utilise cette colère. Si tu peux nous en parler un peu. Ouais, complètement. Et d'ailleurs, c'est une critique que j'ai reçue régulièrement sur le personnage d'Hermeline, que beaucoup de gens considèrent comme insupportable, et qu'il est, en fait, on va pas se mentir, mais que je pense j'aurais jamais eu si Hermeline avait été un personnage masculin. Parce que c'est un personnage très ambitieux, et c'est une caractéristique qui ne choque absolument personne quand c'est un personnage masculin dans un roman, mais qui vraiment dérange beaucoup sur les personnages féminins. Et je pense que là où on peut aller vers la sorcière, c'est plus sur ce point-là que simplement sur la magie, en fait, qui a finalement assez peu d'intérêt dans l'image de la sorcière en tant que telle qu'on la connaît, parce que une sorcière finalement c'était juste une personne qui refusait de rester dans le carcan dans lequel on l'a placée. En tout cas, c'est comme ça qu'on la voit un petit peu aujourd'hui, j'imagine. Et vas-y, défonce-moi, Katie. À ton tour. Alors moi, je suis pas là pour défoncer qui que ce soit. Mais tu as peut-être une question? Alors Katie, justement, Katie, son livre, en fait, c'est un recueil de nouvelles. En fait, ce sont des fragments. C'est ça que t'appelles, c'est des fragments, des histoires. T'en parleras mieux que moi, qui t'ont été racontées en Martinique. Ce seraient des histoires, comme on dit, des racontards, des on-dit de Martinique, avec ce personnage. Si tu peux nous dire un petit peu plus sur le livre, s'appelle Confession d'une séancière. Qu'est-ce qu'une séancière en Martinique? Alors une séancière, c'est le nom qu'on donne aux sorcières parce qu'elles font des séances de trucs. Voilà, elles font des séances de machin. Donc moi je suis psy, je fais des séances de psy, elle est séancière, elle fait des séances de séancière. Voilà. Donc c'est souvent des femmes qui vont avoir des connaissances, et les femmes qui ont des connaissances s'exposent très facilement à être considérées comme des sorcières. Donc des connaissances médicales, des connaissances sur comment marche le monde, comment marche la relation. Donc c'est assez c'est pas martiniquais en fait d'avoir des vieilles dames qui connaissent plein de trucs et qui vont donner des conseils aux plus jeunes femmes sur comment on tient sa maison, comment on punit son mari quand il a pas été sympa, enfin voilà, ce genre de choses, quoi. Donc après il s'agit pas d'un guide touristique pour la Martinique, absolument pas. Moi j'ai écrit ce bouquin-là comme un retour imaginaire dans un endroit où j'ai refusé d'aller pendant très longtemps. Donc quand des gens viennent me dire waouh, c'est trop bien, ça m'a donné envie d'aller en Martinique, et ben bravo. Moi ça m'a permis de pas y aller. J'irai peut-être l'année prochaine, peut-être en 2024, je pense que je suis à peu près prête. Mais c'est un endroit que j'ai quitté parce que j'y ai pas mal souffert, et c'était insupportable de rester là-bas. Donc je suis partie, et au fur et à mesure, on fait le tri. Quand on écrit, on a des choses qui viennent, qui sont de notre histoire. Et je me suis souvenue d'histoires que racontait ma grand-mère. Donc il y a un peu de ça que j'ai réécrit un peu différemment. Et puis des histoires complètement inventées dont on a pu me dire « Ah là là, mais c'est tellement authentique ». Ben voilà, c'est authentiquement inventé. Et mais toujours avec cette idée que les contes nous permettent d'interroger des tas de choses. Voilà. Et les thèmes qui m'intéressent là-dedans, ce sont des thèmes qui sont pas plus martiniquais qu'autre chose. C'est vraiment un décor qui est un lieu que je connais bien et qui se prête à un certain type de conte.
Mais évidemment, il s'agissait pas de raconter comment c'est merveilleux la Martinique. Sûr. D'ailleurs, c'est pas forcément la douce grand-mère, j'imagine, si elle racontait ça, parce que c'est des choses pour faire peur, mais pour réellement faire peur. C'est pas le petit conte qu'on lit. Ma grand-mère nous disait venez, je vais vous raconter une histoire, et on essayait de partir en courant parce que on savait qu'on n'allait pas réussir à dormir en fait avec ces histoires, surtout que c'était pas donné comme je vous raconte des contes. C'était venez que je vous raconte quelque chose. Et en fait, on avait des personnages qui étaient le voisin qui passe à côté, qui se transforme en cochon. Ok. La dame qui a l'air très bizarre, mais en fait, c'est parce que quand elle était petite fille, elle a vu sa grand-mère enlever sa peau. Voilà. Et il n'y avait pas de frontière claire entre la réalité et ces histoires-là. Et c'est dans ça que j'ai grandi, dans une espèce de flou comme ça où qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai, qui est méchant, qui est gentil, qui peut faire quoi. Il y avait vraiment pas de limite et c'était vraiment ma vie. Quand je croisais le monsieur qui se transforme en cochon, je croisais le monsieur qui se transforme en cochon, quoi. C'était pas, il y avait pas de doute. Mais à la lecture de tes nouvelles, il y a justement cette impression l'expression fameuse à Freud, c'est l'étrange étrangeté. C'est vraiment l'inquiétant étrangeté. On pourrait effectivement croire à ces histoires et il y a ce petit décalage là et c'est vrai, voilà, c'est ça, l'histoire de la grand-mère qui se transforme en rat et tout ça, voilà. Et justement sur l'importance des mots, l'importance de ce qu'on leur raconte, dans toute la tradition des sorcières, les mots, c'est les mots qui ensorcellent, les mots qui peuvent emprisonner, et les mots qui peuvent emprisonner aussi dans la vie, des sortes de fatums comme ça qui sont lancés. Et je me disais en vous lisant les uns et les autres que peut-être, en tout cas les auteurs en général, mais les auteurs là pour parler de l'imaginaire et du fantastique, vous seriez pas un peu les sorciers, les sorcières du 21e siècle? Il y a une sorte le pouvoir magique. Non. Alors. C'est drôle parce qu'on en parlait tout à l'heure, donc je vais redire une phrase que je dis assez régulièrement. Faut qu'on se rappelle quand même qu'on écrit juste des petites histoires. On n'est pas des devins quand on écrit de la science-fiction. On n'est pas des sorcières quand on écrit de la fantasy. Et je pense que ça dépend de ce qu'on appelle faire de la magie. Parce que effectivement, raconter une histoire qui transporte quelqu'un et qui va lui permettre de sortir un petit peu de son quotidien, de réfléchir différemment, de penser à des choses auxquelles il ou elle n'aurait jamais pensé, c'est un peu magique, si c'est ce qu'on veut appeler de la magie en fait. Mais c'est pas pour autant que je vais me considérer comme une sorcière des temps modernes. Moi, je pense que je suis un peu une sorcière. Mais une sorcière pas hyper efficace, en vrai. Parce que voilà, j'ai essayé d'avoir plein de sous, ça n'a pas marché. Enfin, des trucs que je fais pour moi, ça marche pas très bien. Par contre, le pouvoir des mots, moi, j'y crois vraiment. Quand j'écris un texte, je me dis pas je vais changer le monde avec ce texte. Je pense que ça serait trop de responsabilité et je ferais pas. Mais il y a une envie d'aller à la rencontre de l'autre. J'ai une de mes angoisses qui est l'incommunicabilité. Cette angoisse de se retrouver avec son propre monde et ses propres mots enfermés et de pas pouvoir entrer en contact avec les autres. Et c'est ça que je combats en écrivant. Et quand ça marche, c'est magique. Quand on a l'impression que on a touché quelque chose du monde de l'autre et que l'autre vient nous redire, voilà, moi, il s'est passé ça a changé ça, j'ai réfléchi à ça, ou, j'ai décidé d'écrire ça. Enfin, pour moi, c'est de la magie, mais ça se rapporte vraiment à quelque chose qui, pour moi, est un impossible contre lequel on se bat en permanence quand on décide d'écrire. Je suis un peu poétesse aussi. Alors moi, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, Katie, je suis vraiment une toute jeune autrice, donc j'ai pas vraiment encore cette expérience-là. J'espère que je l'aurai, d'avoir réussi à aller à la rencontre de l'autre. Le peu que je peux dire, c'est que pour moi, la magie encore, c'était plutôt de réussir à écrire et être dans son univers et s'éclater comme ça, en fait. Donc c'est vraiment l'écriture qui, pour le coup, est un peu magique pour l'instant pour moi. Mais affaire à suivre, du coup.
Moi, je vais rejoindre Katie effectivement sur ce qu'elle a dit. Je pense que c'est, je vais pas me revendiquer sorcier-sorcière, pas du tout, mais il y a à mon avis dans la création un acte magique très personnel où on a peut-être envie de transmettre quelque chose, et même en fait si ça arrive à toucher ne serait-ce qu'une seule personne, soit en réussissant à émerveiller la personne, effectivement parler de la sortir de son quotidien, ou par exemple en réussissant à annuler un préjugé, qui est un très gros enjeu, mais si on y arrive sur une personne, je pense que c'est un petit acte magique de réussir à faire ça, et voilà, je pense que ça se résumera à ça, et c'est assez personnel. Justement, pour rebondir sur ce que disait Christophe Thiel pendant la table ronde précédente sur l'imaginaire, enfin le genre de l'imaginaire et du fantastique qui permet de faire un petit pas de côté pour parler de certains thèmes où parfois la réalité, surtout actuellement, ça a toujours été le cas, mais particulièrement en ce moment, elle est sidérante. Et pour en parler, c'est très compliqué d'en parler. Parfois, c'est trop dur, c'est trop. Et finalement, un texte comme le tien, où tu prends l'entremise de personnages de chats, ça permet peut-être de parler justement la discrimination, choses comme ça. Tu traites de certains personnages en faisant un pas de côté. Donc je sais pas ce que tu en penses et tes collègues de table. Je commence et après je vais leur passer. Mais tout à fait, moi je suis tout à fait raccord avec cette idée que la métaphore, l'allégorie, l'image peut permettre justement, mais ça existe depuis, j'ai envie de dire, la nuit des temps, les contes, de faire passer des messages, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas de parler d'une réalité, et qui encore une fois est personnelle. Je pense que chacun a ses thématiques propres, essaye de faire passer des choses. Et c'est effectivement le cas. Moi j'ai écrit donc le Manoir de Castle Cats, qui est un roman jeunesse, on va dire à partir de 10 ans, mais c'est pas ce qui empêche effectivement de parler d'un handicap, de parler d'un harcèlement, de parler de choses qui sont malgré tout très actuelles, qui peuvent paraître très dures, mais sans dire que c'est enrobé, c'est traité de telle façon que c'est doux. C'est pas forcément le bon terme de dire que c'est doux, mais c'est plus facilement compréhensible par tout le monde, justement par la métaphore. Qu'est-ce que vous pensez de cette question, les autres ? Le pas de côté, oui, effectivement, et je pense que ça commence déjà avec nous. Quand tu dis faire passer un message, moi je me retrouve pas forcément là-dedans parce que ça donnerait l'image de nos histoires comme des chevaux de Troie avec des choses toutes faites dedans. Moi quand je commence à écrire un texte, je sais pas ce qu'il va y avoir dedans parce que ça me permet moi déjà, de réfléchir au sujet, de voir comment j'ai envie de l'aborder, qu'est-ce qui se fait comme histoire. Il y a vraiment un côté comme ça progressif où à la fin, je suis la première surprise de ce qui sort et très contente de partager et très contente aussi de découvrir que à la lecture il va y avoir encore une autre lecture et encore un autre regard qui va se faire. Mais le pas de côté, effectivement, je pense qu'il commence déjà au moment où on écrit. Écrire sur des réalités très dures. Je me souviens avoir été un peu coincée quand j'ai participé à SOS Terre et Mer, où il fallait écrire sur le thème des migrants. Ma première idée, c'était ok, on y va. Et en fait, j'allais nulle part parce que ça fait partie des thèmes qui me sidèrent, où c'est tellement absurde en fait ce qui se passe avec la manière dont on va déshumaniser des gens, la manière dont on va décider que on protège des frontières, mais qui sont quand même des choses un peu arbitraires. Enfin, toute cette absurdité qui fait que y aller directement, frontalement, c'est pas possible. Et j'ai eu besoin d'un grand détour par l'imaginaire pour commencer. Et je suis même pas allée au bout des réflexions que je voulais avoir. Mais ouais, je trouve qu'en tout cas, le pas de côté, il commence avec nous, dans notre manière d'aborder des sujets. Ouais, moi j'ai une phrase un peu toute faite que j'utilise régulièrement sur la littérature, sur l'imaginaire, la littérature en général et plein d'autres choses en fait, parce que je me rends compte que c'est aussi le cas avec la comédie, avec l'humour. Pour moi, elles ont les mêmes vertus. Tu le disais tout à l'heure, des métaphores. Pardon ? Ouais, ça arrive. Pour moi, l'imaginaire a les mêmes vertus qu'une métaphore. C'est-à-dire qu'elle permet de regarder à travers un miroir un petit peu une réalité et de la voir différemment de ce qu'elle est. Quand ceux qui font du dessin peut-être connaissent la technique de regarder un dessin qu'ils ont réalisé dans un miroir pour en voir les défauts.
Et pour moi, l'imaginaire, il a un petit peu cette vertu-là de pouvoir justement faire ce pas de côté pour voir et se rendre compte des choses différemment. Je sais plus ce que c'était la question, je sais plus ce qu'on disait, mais mais oui, globalement, peut-être que c'est ça finalement la magie dont on parle, dont tu parlais tout à l'heure en tant qu'auteurice, de pouvoir faire ce pas de côté pour voir et du coup raconter les choses un peu différemment. Alors c'est pas dans le Silence des Carillons là, mais dans la nouvelle que j'ai écrite pour les Portes de l'Envers. J'avais envie de parler de théâtre et en fait j'avais pas envie de parler juste de théâtre, j'avais envie de parler de ce que ça fait de monter sur scène, d'avoir peur et du regard des autres et pouvoir du coup décortiquer tout ce qui est le théâtre en tant que lieu, en tant qu'objet physique, pour en arriver à ce que c'est que le regard des autres sur soi. Et c'est ça que je trouve intéressant dans le côté pas de côté dans la littérature. Ariane ? Oui, alors moi, j'ai l'impression d'avoir un cheminement quand même un petit peu différent dans le sens où, bon, peut-être que j'analyse mal, mais moi, si j'aime bien écrire de la fantasy, c'est justement pour ne pas avoir à penser au quotidien. Généralement, c'est effectivement aux relectures, il y a des choses qui vont ressortir, des thèmes visiblement qui me sont chers. Par exemple, cette question de la confiance en soi qu'on peut relier à mon activité professionnelle. Mais vraiment, moi, c'est pas, je me dis pas, je veux parler de ce problème-là en résonance avec telle situation. J'y vais vraiment avec une approche, entre guillemets, pas très sérieuse. Et c'est, je sais pas, de l'intertextualité, autre chose qui font que, il y a des sujets peut-être un peu plus profonds qui ressortent. Mais voilà. Oui, comme parlait Edouard de la comédie, justement, parce que toi aussi, c'est assez drôle, en fait, la façon dont tu dépeins les choses. On est vraiment dans la tête de Solveig qui voit les choses à sa façon. Oui. Ouais, et je le conseille vraiment à des adolescents, ce livre, et à des enfants. Justement, là, on parlait du 21e siècle. La sorcière a toujours été là, en fait, historiquement. La sorcière, ceux qui les ont chassés, c'était en gros, les historiens s'accordent là-dessus, une femme qui vivait simplement en dehors un peu de la doxa, quoi, donc qui faisait peur, qui effrayait. Et peut-être si tu veux parler de Hermeline, justement. Oui, alors ça me rappelle une table ronde que j'ai faite il y a pas si longtemps sur les fins heureuses et où moi je me demandais un petit peu ce que c'était une fin heureuse. Et il va y avoir une logique dans ce que je raconte, parce que du coup tu parles d'ordre établi, moi je parle de statu quo, et souvent la question c'est est-ce que la fin va vers un statu quo ou non, et est-ce que finalement une fin heureuse c'est un statu quo ou c'est briser ce statu quo, et je pense qu'effectivement le personnage de la sorcière, il a c'est pour ça qu'il fait peur en fait, c'est qu'il a ce pouvoir de changer les choses, de briser le statu quo, et donc d'aller vers quelque chose qui est pas obligatoirement ce que nos sociétés essayent de nous imposer comme étant la fin heureuse, c'est-à-dire le côté et elles vécurent heureux, eu beaucoup d'enfants, etc. Ça c'est plutôt le statu quo, et comment est-ce que on va le briser. Et je pense que le personnage de la sorcière justement a fait peur pendant très longtemps, parce que elle était ce petit point chaotique capable de renverser finalement la paix ambiante, enfin ce que l'on essaye de nous imposer comme étant la paix ambiante et le côté la meilleure fin possible. Ce que fait Hermeline dans ton roman, justement, qui résiste au discours établi, qui résiste même à la divination et à ce qui doit être là et ce qui va se passer, et ce qui devrait se passer. Qui essaye en tout cas, et je pense que c'est le plus important. Tout à fait. Tu parles de la sorcière comme étant en dehors, et moi ça me fait tilt, parce que un de mes thèmes préférés c'est le dedans et le dehors, et cette idée des frontières qui sont aussi des récits
qui font semblant de pas être des récits. Quand on nous parle en termes économiques de personnes qui sont intégrées et de personnes qui sont pas intégrées, ça voudrait dire qu'il y a un intérieur de la société et un extérieur de la société. C'est une belle histoire, mais en vrai, c'est pas comme ça. Enfin, les marges de la société font partie de la société. Et ce dedans et dehors, qui est donc un récit, moi, c'est vraiment quelque chose que j'aime interroger. Et la sorcière, là-dedans, et comme beaucoup de mes personnages d'ailleurs, ça sera quelqu'un qui se trouve dans cette frontière un peu arbitraire, un peu imaginaire. La sorcière est entre le monde matériel et le monde du surnaturel. Il y a cette idée de passage. Et puis, elle va finalement apporter quelque chose qu'on voudrait voir dehors. Ça nous arrangerait bien que la connaissance des plantes un peu sauvage, que ça soit dehors et que dedans il y ait la science bien propre. Enfin, voilà, toute cette idée d'ordre et de rangement, moi ça me donne toujours envie de voir les frontières. Enfin, c'est une espèce de fascination comme ça. Quand on me parle de sirène par exemple, moi ce qui m'intéresse c'est la tranche qui est entre le poisson et la viande. Qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est vraiment une obsession. De l'entre-deux, et qu'est-ce qui se passe au moment où le dedans n'est plus un dedans et devient un dehors, et qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de faire comme frontière. Et c'est ce genre de personnage que je trouve intéressant pour aller aussi remettre en cause des récits qui ont servi à quelque chose, hein. Se dire, voilà, notre société elle fonctionne comme ça, les règles c'est comme ça, et tout ce qui est pas dedans et dehors, ça doit être valable à un moment et ça apporte notamment de l'ordre. Mais si c'est pas quelque chose qui peut être interrogé régulièrement et reconstruit régulièrement pour tenir compte de qui est dedans, qui fait partie, qui est là, comment on fait pour intégrer des personnes qui ne correspondent pas à cette règle, souvent ça va être on les met dehors et on renforce les frontières, mais ça peut être aussi on va retravailler sur ces frontières-là et voir comment on les fait bouger pour pouvoir intégrer ce qui est. Donc voilà, c'est vraiment un thème qui m'intéresse, cette question des frontières. Mais c'est très intéressant ce que tu dis parce que justement, au XVIe siècle, un des juristes qui a écrit des textes qui ont vraiment servi aux inquisiteurs, la démonomanie des sorcières, c'est Jean Bodin, qui était également un juriste qui a écrit La République, qui était à l'origine en fait de toute la constitutionnalité française. Donc en fait, à l'origine de la constitutionnalité française, c'était quand même un mec qui écrivait des manuels pour détecter les sorcières. Donc c'est très intéressant sur la construction du récit et ce qui en reste aujourd'hui. Et on voit bien d'ailleurs dans son texte La République qui chasse à ce moment-là, on parle des étrangers, on parle des pauvres, on parle de ceux qui font peur et on voit bien que c'est un récit construit, c'est une construction intellectuelle qui en fait devient performative et ensorcelle elle-même. Ariane, si tu veux revenir sur... Bah oui, pour revenir à cette question, en fait, clairement, je pense que ce personnage de la sorcière, en tout cas dans mon roman, ça va de pair avec l'idée d'une petite rébellion face à cet ordre établi qui, alors moi, c'est un peu la vision que j'avais envie de véhiculer, qui généralement est très ridicule en fait, parce que il y a un côté très absurde des règles, des mécanismes qu'il faut appliquer. Et moi, en tant qu'enfant, en tant que lectrice, j'étais toujours sensible à des héroïnes ou des héros qui en fait n'avaient pas envie de se conformer à cet ordre, sans pour autant vouloir faire une révolution et changer le monde, mais sur plein de petits aspects qui ne comprennent pas en fait pourquoi les choses doivent être comme ça et qui ne rentrent pas dans ce moule-là. Donc voilà, la sorcière qui va briser l'ordre établi à sa manière, dans des petites choses, mais voilà, qui se rebellent. Alors moi, justement, la sorcellerie, l'aspect sorcière, c'est l'ordre dans mon univers, c'est-à-dire que la magie, elle est omniprésente. Donc moi, j'ai plutôt le contre-pied d'avoir un personnage qui, lui, est étranger à ça, ou en tout cas le pratique pas convenablement, a du mal à le pratiquer. Donc ça permet de montrer différentes choses. J'ai effectivement des personnages qui aussi vont essayer de pas renverser l'ordre, parce que il se trouve dans le manoir qui est donc un lieu d'enseignement.
Ils vont pas retourner le manoir non plus et faire n'importe quoi. Ils sont assez respectueux de cet ordre établi. Après, c'est vrai que dans tout ce qu'on a dit, moi, ce que je retrouve, c'est effectivement cette idée de l'alter ego qui effraie, l'autre qui fait peur aussi. Et c'est quelque chose qui est esquissé dans ce premier tome, pas à travers les félins qui ne sont pas les seuls justement à pouvoir faire de la sorcellerie, mais j'ai effectivement travaillé cette idée d'un autre qui, on va dire à travers une attitude, des connaissances, une culture, peut effrayer, quitte à générer des préjugés assez énormes. D'ailleurs, dans 3 de vos romans, que ce soit celui d'Édouard, de Ariane et de Alain, il y a finalement de l'école, de l'apprentissage qui est très importante. Dans le Beffroi, Hermeline est aspirante à être magicienne. Ariane va se retrouver avec un sorcier assez bizarre, le sorcier de lumière, c'est ça, qui va imposer certaines choses, c'est un peu selon ses humeurs, à des aspirants sorciers. Et tes chats sont pour apprendre la bagoculture et puis l'alchimie et la mécanimation, voilà. Et donc on voit ce motif finalement de l'école de sorciers qu'on voit forcément avec le fameux Harry Potter, mais c'est vraiment un motif de la littérature de l'imaginaire et que vous finalement que vous prenez chacun à votre sauce et qui est vraiment très intéressante. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce motif? Parce qu'on est tous dans des écoles. Alors, Katie, ma question sera un peu différente parce qu'on n'est pas tout à fait dans voilà, il n'y a pas d'école, mais il y a une autre forme de transmission. Donc la question c'est de ce qu'on pense du modèle de l'école un petit peu. Pourquoi une école? Parce que non, c'est une très bonne question en fait. Pourquoi une école? Pourquoi une école? Parce que moi j'avais envie, parce que j'avais besoin d'un bâtiment, donc du coup ça a donné une école. mais moi c'était plus le bâtiment qui a formé l'école dans ma réflexion sur le roman que l'inverse. Mais il y a juste un truc auquel je pense depuis avant, ça n'a rien à voir avec l'école, mais si je le dis pas, je vais l'oublier. Donc du coup, je le dis, et surtout, je vais pas réussir à avancer sur tes questions parce que ça va polluer mon cerveau. Je pense que parce que la table ronde, c'est vraiment le renouveau du personnage de la sorcière, et je pense qu'on renouvelle pas tellement le personnage de la sorcière en fait. Enfin, je veux dire, depuis avant, on en discute et je me rends compte que c'est la question. Je pense pas qu'on renouvelle vraiment le personnage de la sorcière. Je pense qu'on renouvelle notre regard sur le personnage de la sorcière et que nos sociétés évoluent un petit peu pour que nous on le regarde différemment, ce personnage. Donc voilà. Bon, maintenant que j'ai dit ça, je vais revenir sur l'école. L'école, je pense que c'est quelque chose qui est important. Et je le dis en présence d'au moins une professeure. Pardon ? Une CPE. Et d'une CPE, c'est vrai. Je pense que l'école a cette lourde tâche de transmettre de transmettre deux choses. Les règles pour que l'on puisse vivre en société et les capacités intellectuelles pour qu'on puisse les remettre en question. Et je pense que c'est ça qui est si important dans le bâtiment finalement qu'est l'école. C'est simplement cette capacité de remettre en question les règles tout en les comprenant. Alors c'est tout à fait juste dans ton livre, Édouard. Il y a une écriture très architecturale. On est vraiment dans le beffroi. L'architecture a une place très importante dans le roman, et c'est d'ailleurs dans celui d'Alain aussi. C'est amusant. C'est une écriture très. Alors, qui veut rebondir sur ce lieu qu'est l'école, ce lieu des aspirants, pour reprendre vos termes? Alors du coup, en tant que professeur, moi, c'est pas du tout le lieu d'apprentissage de contenu finalement magique que j'avais envie de montrer, et c'est parce que plutôt dans mon souvenir aussi d'élèves, et même par rapport à ce que je vois au quotidien, l'école c'est un lieu d'apprentissage, mais aussi pour se confronter aux autres plutôt. C'est ça pour l'héroïne du roman. En fait, elle
elle cohabite avec d'autres apprentis magiciens, d'autres personnages, et en fait c'est plus une question de découverte de soi, mais en termes de caractère, en termes de compétences, que finalement de savoir, d'où le fait qu'en fait ils sont aspirants, mais ils n'apprennent absolument rien. Hein. Alors c'est pas que je suis en train de dire qu'on n'apprend rien à l'école. Non, mais c'est vrai que dans ton roman, finalement, ils sont liés au bon vouloir d'un mec assez dingue. C'est ça. Et donc en fait c'est vraiment apprendre à habiter avec d'autres personnes, à coexister avec d'autres personnes, et à se trouver peut-être des forces et des faiblesses. Enfin, c'est très bateau ce que je dis, hein, mais par exemple l'héroïne qui n'avait pas particulièrement de complexe physique, se retrouve critiquée par un autre personnage sur le fait que elle a du ventre. Et elle y avait jamais pensé jusqu'alors, et ça devient important parce que dans le regard de cette fille, c'est quelque chose de négatif, alors que pour elle, jusque-là, non. Donc c'est l'école, en fait, ça force à se confronter à des choses auxquelles on n'avait pas forcément pensé, et vraiment au niveau du caractère et pas juste des connaissances. Alors effectivement, donc le manoir très architecturé, donc comme je disais tout à l'heure, c'est l'ordre, donc effectivement il est très ordonné, même si le manoir lui-même c'est quelque chose d'assez chaotique parce qu'il y a plusieurs niveaux, plusieurs strates qui se sont ajoutées au fil des siècles, mais en tout cas il y a un ordre, il y a le Sanctum Ancia, voilà, qui est dirigé par 3 félins qui chacun s'occupe d'une branche spécifique, donc tu as cité tout à l'heure la mécanimation, la magoculture et l'alchimie. Après c'est vrai que dans le manoir, et c'est pas le cas, c'est pas ce que je penserais pour la réalité, mais en tout cas dans ce roman-là, le manoir permet d'avoir à la fois, j'ai envie de dire, l'instruction et l'éducation. C'est-à-dire l'instruction, instruire tout simplement, apporter un ensemble de connaissances aux aspirants, parce que effectivement c'est aussi leur nom, et ce sont des aspirants. Il y a 3 grades différents dans le manoir, les aspirants, les compagnons et les novices. La première année, ils sont donc aspirants. Donc ils ont l'instruction à travers toutes les leçons, et il y a aussi un enjeu assez important parce que ce sont de jeunes chats que le manoir va transmettre, qui est donc pour le coup l'éducation. C'est ce que disait Edouard tout à l'heure, c'est cette idée, je sais pas, de faire société, c'est un peu poussé, mais en tout cas voilà, de savoir cohabiter ensemble. Il y a cette idée d'avoir une cohésion entre les félins, entre les aspirants, ce qui est difficile parce qu'il y a des différences, parce que comme je disais tout à l'heure, il y a aussi du harcèlement. Donc il y a une importance de l'instruction et de l'éducation dans ce manoir. Donc ça passe à la fois, j'ai envie de dire, par la magie, à travers l'instruction, mais aussi par le savoir-vivre des félins. Et Kitty, pour la question, en fait, finalement, ce sont des enseignements. Oui, mais en fait, je m'insurge. J'ai été exclue du thème de l'école, alors que Justement, je voulais, parce que ce sont des... En fait, ce sont des sacs... Ah non, mais il y a encore une autre entrée, c'est-à-dire que j'ai quand même ce texte qui s'appelle La peau zombie, qui se passe dans une école. C'est vrai. Voilà. Ah oui, mais tout à fait, c'est vrai. On voit pas vraiment l'école, mais on voit quand même des interactions entre gamins, et il s'agit d'un texte sur le harcèlement. Donc c'est vraiment un enfant qui s'en prend, qui se retrouve un peu pris en chasse par un groupe de gamins, donc toute cette dynamique de individuellement ils sont pas méchants, mais quand ils sont en bande, ils n'arrivent pas à s'empêcher d'aller taper sur celui sur qui tout le monde tape. Et ça, c'est quelque chose que j'avais envie aussi de traiter dans ce bouquin-là. Alors après, on part sur la culpabilité de celui qui n'a pas résisté, qui savait très bien qu'il fallait pas le faire, et on tombe après dans du surnaturel, mais on a quand même une situation scolaire. Tout à fait, et c'est vrai que s'il y a des professeurs dans la salle, je vous invite à faire lire à vos élèves cette nouvelle de Katie, parce que sur justement le harceleur et le harcelé, c'est sur la culpabilité en celui qui est harcelé, c'est très intéressant, et un texte, regardez-leur pour pour laisser le temps au public de poser quelques questions. Avant cela, moi, c'était sur peut-être justement, Katie, si tu pouvais revenir un petit peu sur la forme et les mots que tu utilises dans ton texte, et ensuite on pourra revenir là-dessus sur tu as intégré en fait une autre langue dans le français, mais on voit que c'est pas du gadget, parce qu'il y a beaucoup de certains romans, on voit que c'est fait c'est pas du greenwashing, mais c'est du language washing, je sais pas comment on dit ça, c'est du blackface littéraire. Venir sur ta manière d'avoir associé ces deux langues dans tes nouvelles. Alors, c'était pas du tout un projet. Il se trouve que j'ai grandi en Martinique, et en Martinique, on parle le créole. Et quand j'ai voulu revenir sur ces histoires, j'ai commencé à les écrire. Et il y a des expressions créoles qui me sont revenues. Ça faisait des années que je parlais plus du tout cette langue. Par moments, j'étais là en me disant, mais je vais pas mettre ça en français.
ça sonne pas pareil, ça dit pas la même chose. Et donc voilà, j'avais ouvert le coffre dans lequel il y avait des bouts d'histoire, et avec ces bouts d'histoire, il y avait cette langue qui a été un peu la mienne. Pas complètement, parce qu'on le parlait pas beaucoup à la maison, mais c'est quand même une langue que j'entendais, et j'avais cette conscience assez nette que on disait pas exactement les mêmes choses en créole et en français. Donc je me suis laissé faire par le processus d'écriture, et donc j'ai intégré des textes tout en me disant que je n'avais pas envie de faire ce que je fais jamais, c'est-à-dire je me dis pas qui est mon lecteur, j'écris pour qui me lira. Et donc, qui me lira, il y a des gens qui comprennent parfaitement ce créole, des gens qui le comprennent pas. Et donc, j'ai fait attention à ce que tout le monde y trouve son compte. Alors, on a pu me reprocher, il y a pas très longtemps d'ailleurs, on m'a reproché d'avoir laissé un texte sur les 18 qui est écrit entièrement en créole. Certaines personnes se sont donné la peine de comprendre de quoi il s'agissait et ont compris le projet. D'autres se sont sentis exclus, ce que je trouve intéressant aussi comme expérience, parce que d'autres vivent l'exclusion de manière un peu différente, et voilà, si c'est votre première exclusion, bravo, félicitations, voilà. Mais voilà, en tout cas, la question de la langue était pas centrale au départ. C'était vraiment, je reviens à ces histoires-là parce qu'elles sont là et que elles ont envie de revivre, elles ont envie d'être explorées. Et finalement, effectivement, je me suis retrouvée avec cette manière de m'exprimer qui fait que ce livre est un peu étrange. Alors, en plus de ça, il y a de la poésie dans ce texte-là. Ça non plus, ça n'était pas prévu au départ. Il y a eu une première version un peu plus courte de ce texte-là que j'ai travaillé avec une écrivaine que je vous conseille de suivre de près, qui s'appelle Likam. Donc avec qui on a travaillé le texte vraiment à haute voix. Donc il y a aussi un travail pour que ces textes soient faits pour être lus. Il y a quelque chose d'une musicalité qui a été travaillée. Et en fait, elle a fini par me dire, mais tu parles d'incantation et il n'y a aucune incantation. Et je sais que tu sais faire de la poésie. Pourquoi tu n'en ferais pas? Donc au départ, j'ai dit non parce que j'écrivais pas trop de poésie à ce moment-là. Et c'est comme souvent, c'est-à-dire qu'il y a une espèce d'amorce qui est là, et quand le cerveau est prêt, il fait OK, on y va. Et donc tous les textes, tous les poèmes qui sont là ont été écrits en une soirée dans l'ordre. Ils ont pas bougé depuis, et je pense qu'ils sont à la bonne place, quoi. Ils ont vraiment un ton incantatoire, c'est magnifique. C'est vraiment même à oraliser en le lisant. Et sur la langue, justement, Alain, toi, tu crées une langue, tu sais, autour de la langue des chats, je sais pas comment dire. C'est vraiment très intéressant de ce point de vue-là aussi, ton roman. Il n'y a pas miaou, non, ils font pas miaou. Non, mais tout est à base de miaou. Voilà. Effectivement, j'avais un gros enjeu. Je voulais pas que mes félins paraissent trop humains, que ce soit des félins humanisés. Bon, forcément, ils parlent, ils ont des sentiments comme les ont les humains, mais dans l'écriture et dans la langue, il y avait tout un enjeu, que ce soit dans la réappropriation de nos expressions à nous. Nous on fait les 100 pas, les chats vont faire les 100 pattes par exemple. Donc il y a plein d'expressions comme ça que j'ai cherché à me réapproprier, des choses que c'est très marrant je trouve à faire, et parce que surtout ça immerge dans leur univers à eux, pour coller au plus près de leur morphologie, et voilà. Et en fait, même on parlait tout à l'heure, c'était Edouard qui disait que le renouveau, on est plus dans la réécriture. Je pense qu'il y a aussi cette importance quand on construit un univers, de pas utiliser des termes, je veux dire, qui sont génériques. Donc il y avait aussi cette recherche-là, au-delà de l'aspect félin du texte, c'est-à-dire de faire en sorte qu'on se sente avec les félins et qu'on pense tout le temps que ce sont des félins, qu'il n'y ait aucun doute là-dessus. Il y avait aussi l'enjeu de construire tout un univers, donc d'où les termes de magoculture, avec souvent des contractions de mots ensemble. Voilà. Alors du coup, je suis en train de penser, j'étais dans les incantations, etc. Et je pensais aux incantations dans mon roman qui sont absolument dénuées de poésie, puisque c'est très très simpliste et c'était volontaire pour justement rendre la chose un peu absurde. Donc on reprend des formules un peu traditionnelles et puis avec des onomatopées, concrètement. Donc voilà, c'était diamétralement opposé en termes de recherche, on va dire, par rapport à Katie. Et sinon, par rapport à la langue du roman en général ou Non, sur le tien. Oui. J'ai pas vraiment. Je me suis focalisée vraiment sur cette manière de dire la magie qui est très simpliste. Et après, les mots, oui. Moi, j'aime bien utiliser des mots généralement désuets. Je sais que je sais plus qui m'avait dit. Oui, c'est de l'argot. Non, c'est vraiment juste désuet. J'ai une affection profonde pour
pour les mots, les expressions un petit peu vieillottes finalement, ce qui pourrait peut-être pas être considéré comme ringard, mais voilà, des choses qui ne seraient pas forcément dites par des adolescents actuels, mais que moi j'aime bien. Donc c'est ça qui est intéressant et ça donne une couleur super intéressante à tes personnages, c'est vrai. Et toi, Edouard, parce que effectivement, toi aussi, tu t'emploies pas mal de néologismes, tu joues sur la langue. Ouais. Alors, moi, pareil, j'aime bien écrire de la poésie aussi, donc du coup, je trouve que les incantations en poésie, ça marche bien. je l'ai fait aussi dans des carillons parce que je sais pas, ça a quelque chose, la poésie, de toute façon, d'un peu chelou. Pour le coup, il y a ce côté chelou, et c'est coolos aussi. Ça c'est pour les termes désuets. Non, oui, et du coup, là pour le coup, avec la poésie, il y a peut-être le côté un peu magie dont parlait Alain en tout début de table ronde, sur d'où est-ce que ça vient. Et que franchement on sait pas trop, mais on écrit des trucs et ça rend bien. Alors du coup on continue. Et sinon dans le silence des carillons, au niveau langage, j'avais vraiment envie d'avoir un côté très parlé, moi, pour le coup. Le Hermeline, enfin c'est un roman à la première personne et on est dans la tête d'Hermeline et moi j'avais lu un bouquin il y a longtemps qui en anglais s'appelle The Catcher in the Rye et en français s'appelle L'attrape-cœur. Merci, je sais pas qui l'a dit mais merci. Stallinger. Et du coup j'avais beaucoup aimé Salinger, ouais, c'est ça. Et j'avais beaucoup aimé cette manière de narrer très proche du personnage, très très parlé, très voilà, enfin bref, et du coup j'avais envie de quelque chose dans ce genre-là, et c'était vraiment réfléchi dès le début, à partir du moment où j'ai commencé à écrire, que j'avais envie d'avoir une narration très parlée, très... De toute façon, le son est très important dans ton ouvrage qui s'appelle Le silence des carillons, parce que les carillons ont une très grande importance dans le roman. C'est eux qui sont censés protéger les habitants d'une ville contre ce qu'on appelle les spectres. Et je trouve que tu as vraiment travaillé sur ça, sur le bruit. On entend les carillons, on entend les cloches, on entend les incantations. Merci. C'était pas une question, on est d'accord? Non, c'était pas une question, mais c'était pour revenir sur ce truc, sur la musique. Je pense que c'est vraiment très musical. Oui. Effectivement, la musique, ça. Alors, moi, je suis pas musicien du tout. Ou plutôt, j'ai fait 14 ans de musique et je suis incapable de jouer au clair de la lune. Donc à un moment donné, il faut abandonner, je pense. Ou alors faut se rendre compte que bon, voilà. Mais par contre, tout ce bagage musical, il s'est vraiment intégré et effectivement, dans l'écriture, il y a des choses que je réutilise de ce bagage musical parce que on retrouve du rythme, parce qu'on retrouve du vocabulaire aussi lié à la musique et que ça permet, je pense, de parler à beaucoup de monde, de parler simplement de la manière dont on entend les mots plutôt qu'on les lit. Alors, je pense qu'avant de répondre, c'est une réponse à mon avis, une question très ouverte sur est-ce que on renouvelle justement cette figure de là ou des sorcières actuellement. En tout cas, je pense que vous êtes les héritiers et les héritières d'une tradition très longue de cela au XXIe siècle. Si quelqu'un a besoin de moi, je serai au bar. I put a spell on you, and now you're mine. You can't stop the things I do. I ain't lying. It's been 300 years, right down to the day. Now the witch is back and there's hell to pay. I put a spell on you, and now you're mine.
alpha maybe up and down. I say enter pi, alpha maybe up and down. In comma Kuriyama, in comma Kuriyama. Hey, 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 hi, hi, say, bye, 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 bye. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Galaxy Pop. Wow. Galaxy Pop.